Oui, donc moi je vais vous présenter, les travaux qu'on a été amenés à conduire sur la modélisation du mildiou et la valorisation qu'on espère en faire dans les mois qui viennent. Alors, on est parti en fait du cycle supposé du mildiou. Hein, c'est une maladie qui est complexe, donc avec des phases de reproduction sexuée et de reproduction asexuée. Et il y a par rapport à cette dynamique de la maladie, un enjeu pour avoir une lutte efficace, c'est de bien positionner les traitements. Et c'est la perspective dans laquelle on se place. Alors, on a construit un modèle du risque mildiou. Donc, ce modèle, il part de données historiques et puis de données d'un référentiel de l'IFV, des données des témoins non traités. À partir de là, on a construit un modèle d'apparition des symptômes qui va alimenter un modèle secondaire de date de traitement. Et en le conjuguant à des travaux qu'on a fait par ailleurs sur la modélisation du rendement potentiel de la vigne, on arrive à une estimation de perte de rendement. En parallèle, on croise les stades phénologiques avec le modèle d'apparition de symptômes. Ça nous donne un modèle d'intensité du mildiou qu'on alimente avec une fonction de perte, et ces différents éléments vont permettre donc de construire cette perte de rendement. On part au démarrage, on avait 80 variables climatiques. Après un travail de machine learning, on arrive à 6 variables principales, donc qui sont assez facilement mobilisables, qui permettent, qui ouvrent la perspective d'être assez enrichis. Alors, qu'est-ce que nous permet ce modèle? Le premier résultat du modèle, ça va nous permettre de prévoir la date d'apparition des premières infestations. Donc, l'intérêt de bien prévoir la date d'apparition de cette première infestation, c'est de pouvoir mieux positionner les premiers traitements et d'éviter des traitements qui n'auraient pas de sens, hein, puisque la maladie, en fait, n'est pas présente. Et là, vous avez un exemple de ce qui s'est passé à Saint-Émilion sur les années 2013, 2014, 2015, 2016. Par exemple, on voit qu'en 2016, il n'y avait pas de mildiou, donc a priori pas forcément besoin de traiter. Et qu'ensuite, en 2015, qui est la courbe en jaune, on a eu une apparition précoce versus des apparitions beaucoup plus tardives en 2014 et en 2013. Donc, les enseignements, c'est de dire, on va être capable de prévoir en fait cette date d'apparition. Le deuxième enseignement, c'est qu'on est capable d'estimer une vitesse de développement du mildiou, hein, et d'arriver à un plafond de développement avec une incertitude, hein, qui est donc à prendre en compte dans les recommandations qu'on peut traduire. On a essayé, comme tout modèle, de préciser, de voir en fait quelle était la fiabilité de ce modèle, hein, et comment on pouvait, 15 jours avant, prévoir cette date d'apparition. Et donc là, on a développé des travaux de validation croisée. Et ces travaux, en fait, ils nous donnent les résultats suivants, c'est-à-dire qu'on a 66% de vrais négatifs, hein, donc il n'y a pas de maladie, et on dit que, effectivement, le modèle dit qu'il n'y a pas de maladie. 4,9% de vrais positifs, donc là, on est aussi dans un cas positif. On a 25% de faux positifs, donc on se trompe, mais c'est finalement pas très grave, parce qu'on va traiter alors qu'on n'aurait pas forcément eu besoin de traiter. Et on a 3% de faux négatifs, ce qui pose problème, parce que là, on dit qu'il ne faut pas traiter, alors que finalement, il faudrait traiter. Donc, ça ouvre la perspective de travaux complémentaires, qui sont de voir quels sont les facteurs qui vont inhiber le développement du mildiou dans la phase intermédiaire entre les 15 jours et cette date qui est finalement prévue. Hein. Donc, c'est que, a priori, il y a une infestation, mais elle se trouve bloquée. Donc, on ne sait pas exactement pourquoi à cette heure.
Et pour les faux négatifs, là, l'enjeu est beaucoup plus fort, et donc il faut qu'on arrive à identifier les variables qui sont à même de réduire ce niveau d'erreur. Ça va nous permettre aussi de voir si on se couple avec d'autres méthodes, comme des mesures de sporée, des observations terrain, si ça permet d'améliorer cette prévision. Alors ça, c'est les enseignements de la modélisation. La question qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a besoin quand même d'acquisition de données terrain pour améliorer le modèle et valider ce modèle sur des cépages qui sont pas touchés par l'observatoire des témoins non traités, et puis pour affiner la prédiction, plus largement, pour extrapoler le modèle sur d'autres cépages ou sur d'autres terroirs. En parallèle, on a conduit une analyse des enquêtes auprès de conseillers de vignerons pour savoir en fait ce qu'ils attendaient, et ce qui ressort, c'est qu'il y a un très fort besoin, une forte attente de personnalisation de la modélisation. Bon, et donc ce qu'on développe, c'est un OAD qui va favoriser l'appropriation en fait de ces résultats et qu'on espère pouvoir nous aider à valider ces résultats. Alors, si on regarde la forme que ça pourrait prendre, on va annoncer 15 jours avant la date d'apparition de la maladie, hein, donc sous forme d'un calendrier, en situant 3 zones, 3 niveaux d'alerte, hein, un niveau de vigilance, c'est-à-dire où on pense qu'on a un niveau de non-traitement qui est très limité, un niveau d'alerte où on a un risque qui est limité, et puis un niveau de traitement où là, par contre, il va falloir traiter, parce que la maladie sera de toute façon présente, et donc avec la perspective de pouvoir situer ces économies, du moins situer ces non-traitements et éviter d'avoir des traitements trop précoces. Cette prévision, elle va donner lieu à une petite enquête, à une validation de la part des utilisateurs, hein, pour qu'ils nous disent s'ils pensent, s'ils valident cette observation sur leur terrain, sur leur parcelle, hein, pour voir si on s'est trompé ou si le modèle finalement est assez juste, et ça pourra donner lieu à des recalages. En parallèle, on va pouvoir donner une indication sur le plafond d'infestation qu'on peut craindre. Hein, ce plafond, il va clairement déterminer, il est très lié au seuil d'acceptation du risque par le viticulteur. Hein, donc, ça va déterminer le traitement et la vitesse d'apparition, de développement de la maladie, de façon à ce qu'on puisse justement cerner l'incertitude qu'on a autour de ces différents éléments. On ira, alors pas dans la phase de test, je pense, mais sur une mesure de l'IFT pour pouvoir comparer au fil de la campagne quels sont les IFT qui sont appliqués et situés par rapport à des références. Et on va pouvoir aussi traduire ces informations en un rendement potentiel, hein, avec l'idée de dire ma parcelle, elle a un potentiel, elle est conduite pour avoir un potentiel de récolte. Ce potentiel de récolte, il est amputé au fil de la campagne, amputé par des aléas climatiques, amputé par des aléas sanitaires. Et donc, on va pouvoir, en soustrayant l'impact de ces aléas, donner à date un potentiel de rendement de façon à voir, justement, là encore, quel type de conduite et de plan de lutte on peut développer. Dernier aspect, c'est un aspect important, c'est de pouvoir se comparer. Donc le premier niveau de comparaison qui est attendu, c'est de pouvoir comparer ce qui tient des résultats avec les données Météo France et ce qui tient des résultats qu'on pourrait obtenir avec une station météo locale, puisque de plus en plus de viticulteurs sont équipés. Alors, ces stations... Bon, elles ont des limites, et donc mais par contre, elles ont une proximité que n'a pas la donnée Météo France. Donc, ça peut être intéressant de se comparer. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir proposer, c'est de se comparer aussi avec des voisins qui seraient engagés dans la même démarche, de façon à voir si localement,
en fait, on est face à une dynamique de propagation de la maladie qui est à peu près similaire ou pas. Voilà, donc on va recruter des viticulteurs bêta-testeurs. Donc si vous en êtes ou si vous en connaissez, ben, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, je suis à votre disposition pour la suite des débats. Merci Luc. Donc là,